Bonjour à tous. Comme vient de me dire Stefano Micheli, la France va être défendue par un Belge avec un modérateur français né quelque part, amoureux de l'Italie, et avec un Italien. Donc voilà, bienvenue en Europe. Et c'est un peu tout le sens de cette table ronde, de penser les masses, si je puis dire. Tout à l'heure, avec Patrick Jouan, on a pensé les mécanismes, on a pensé les forces, on a pensé une partie des usages. Maintenant, on va penser des systèmes qui nous dépassent un petit peu, des systèmes de production, des systèmes d'innovation, des systèmes de création. Pourquoi prendre cet élargissement? C'est pour penser l'actualité, c'est penser ce qui nous arrive. Et comme je le dis toujours, je déteste défendre, je préfère attaquer. Et je crois qu'on est tous les trois assez d'accord sur cette position, c'est-à-dire qu'on ne doit plus se penser sur un système défensif, mais on doit se penser en système offensif. Et on a toutes les latitudes, tous les éléments entre nos mains pour complètement être gagnant sur ce système offensif. Alors, deux intervenants, deux personnes qui me sont chères pour plusieurs raisons, pour penser les systèmes d'innovation et les savoir-faire entre la France et l'Italie. D'abord, Tristan de Witt, qui a un parcours passionnant, je trouve, assez rare, finalement, qui est né dans une famille industrielle, mais qui a deux moments dans sa vie. Un premier moment plutôt dans la finance, à BPI France, en tant que directeur d'investissement pendant 10 ans. Il est dans le conseil, dans le suivi, et puis il passe de l'autre côté. Il passe de l'autre côté de la barrière où il rentre dans un système de production de l'artisanat industriel, et ils font en 2010 le Fonds des savoir-faire d'excellence et notamment le groupe Rivalen, et il nous expliquera un petit peu, il nous présentera ce groupe et ses entreprises. Et j'allais dire à ma gauche et à ma droite, c'est pas le cas, les deux sont à ma gauche. Stefano Micheli, on se connaît depuis un bout de temps. On s'est connus grâce à un livre qu'il a écrit, qui est un best-seller en Italie, qui s'appelle Il futuro artigiano, publié en 2014, une dizaine d'années, qui est publié, qui est réimprimé des milliers de fois, et qui est Stefano Micheli est donc professeur titulaire de management international à l'université Ca' Foscari, et il travaille surtout sur la relation dans l'industrie manufacturière italienne et européenne, avec justement le savoir-faire artisanal, l'innovation, et comment, un terme que j'aime pas trop, la scalabilité, comment la transformation vers l'élargissement. Et il est dans plusieurs boards, notamment à la banque Unicredit, et il est surtout, et je reviendrai là-dessus, il a créé en 2020 un spin-off. Il nous expliquera ce que c'est qu'un spin-off, parce qu'en France, c'est pas des terminologies ou des structures souvent utilisées. Donc un spin-off universitaire qui s'appelle Upskill 4.0, qui promeut des modèles d'intervention innovants pour soutenir les PME et les territoires. Alors, de mon côté, donc je suis Marc Bayard, directeur de la recherche et l'innovation au Manufactures Nationales. Ça se voit pas peut-être, mais j'ai une longue continuité dans ma démarche, parce que j'ai une vie précédente qui était d'historien de l'art, et j'étais un des premiers à écrire un livre sur le comparatisme en histoire de l'art. Ça n'a pas donné suite, personne n'a suivi cette voie en histoire de l'art. Mais donc, je pense que la comparaison, l'altérité et l'échange est la meilleure situation, justement, quand on veut être offensif, et c'est de l'altérité que l'on peut avancer à plusieurs. Donc, j'ai eu la chance aussi d'être invité par Stefano pour me rendre dans un endroit terrible qui s'appelle Venise, pour justement qu'on mette petit à petit, qu'on réfléchisse à comparer nos systèmes, le système français, le système italien, qui, je le rappelle, sont les deux systèmes avec la Suisse, qui sont les trois pays les plus puissants au monde dans l'industrie du luxe. Le premier, c'est la France, le deuxième, c'est l'Italie, le troisième, c'est la Suisse. C'est les trois plus grandes puissances en chiffre d'affaires et en capacité industrielle, avec des différences, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais pour l'instant, personne ne nous rivalise dans le monde. On ne le dit pas assez.
on est rivalisé, là même dépassé sur l'industrie, l'industriel, sur le numérique, mais sur la production manufacturière, nous sommes les premières puissances mondiales. Donc il faut quand même non pas faire le cocorico, mais le rappeler. Donc voilà un petit peu les personnalités autour de la table, et je vais peut-être commencer par une première question qui justement une première partie sur quels sont les systèmes d'excellence pour bien comprendre, pour poser les enjeux entre la France et l'Italie. Donc toi, Tristan, peut-être présenter d'abord ce que tu fais, l'activité, et surtout le réseau Excellence, pour montrer justement qu'il y a une prise de conscience de cette nécessité en France de se regrouper. Et après, ça sera au tour de Stéphano de présenter de façon un peu synthétique et schématique aussi la caractéristique du système italien. Bonjour à tous, merci Marc. Pour rebondir un petit peu sur la blague du début, effectivement, et puis mon histoire plus perso qui m'amène à faire ce que je fais aujourd'hui. Je suis effectivement issu d'une famille industrielle belge. J'ai toujours que la nationalité belge, et pour autant, une grosse partie de mon activité quotidienne, c'est de m'occuper d'un label très français qui est le label Entreprise du patrimoine vivant. Et ça, c'est la petite, ça m'amuse beaucoup, mais je vous rassure, je suis né à Paris, je suis marié avec une Française, j'ai tout pour être français, mais c'est une question de papier administratif. Et voilà. Bon, mais mon parcours et pourquoi est-ce que je m'occupe des EPV, je pense que j'ai toujours été animé par beaucoup de choses collectives. Et puis de l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, d'abord, c'est issu de toute cette famille industrielle. C'est un groupe de 3000 personnes à l'époque où il y avait effectivement encore beaucoup de monde dans l'industrie textile en Europe, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et je suis imprégné de ça. Et puis effectivement de ces 10 années de finance au sein de BPI, et puis des fonds d'investissement, du M&A, de la fusion-acquisition, et puis des fonds d'investissement où ce qui m'intéressait, c'était pas la finance en tant que telle, mais l'entreprise, comment est-ce qu'elle grandit, et puis toujours basé sur une question de production. Et donc je me suis occupé de fonds qui s'appellent aujourd'hui les fonds French Touch chez BPI France, et qui notamment investissent dans les savoir-faire d'excellence. Le fonds dont tu parlais, j'ai eu la chance d'être membre de la commission d'attribution du label EPV quasiment au moment où il a été créé. J'étais hyper junior et j'étais la personne représentant le monde de la finance au sein de cette commission. Donc c'était une lourde responsabilité, mais j'ai pu voir tout l'ensemble des dossiers de candidature en fait passer devant cette commission, des artisans d'art, des TPE, des PME, des ETI qui avaient ces savoir-faire assez exceptionnels et qui résonnaient évidemment très fort avec mon histoire industrielle familiale. Donc j'ai toujours été passionné par ça. Et convaincu qu'il y avait dans ces savoir-faire la réalité beaucoup plus forte qu'à l'époque, même s'il n'y a pas si longtemps, le marketing des grandes maisons faisait les marques, et aujourd'hui le marketing des grandes maisons se repose vraiment sur leur savoir-faire. Et je trouvais ça extrêmement intéressant. C'était une époque où elles commençaient à intégrer verticalement les chaînes de valeur, à racheter les sous-traitants, et donc on a trouvé intéressant de créer un fonds d'investissement pour soutenir ces métiers de production, aider en fait ces entreprises à passer des phases de croissance assez rapides, parce que les grandes maisons allaient quand même avec des croissances comme ça, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais c'était comme ça, et en même temps d'accompagner les artisans d'art dans des changements d'échelle pour ceux qui veulent le faire aussi, parce que c'est pas toujours le cas, des entreprises TPE, jamais unipersonnelles, mais TPE et même PME en France, et puis simplement parce qu'on est entrepreneur avec des limites qu'on se fixe, parfois très respectables, parfois juste parce qu'on a un plafond de verre, on a l'impression qu'on peut jamais le crever. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était ces passages d'échelle, et qu'en tant qu'investisseur, on pouvait contribuer à déjà dédramatiser une situation de croissance qui peut faire peur, en apportant des fonds propres, consolider des postures d'une entreprise et accompagner un management dans comment est-ce qu'on grandit réellement. Donc, j'ai toujours trouvé que la production était un élément d'investissement intéressant et que les savoir-faire étaient un socle de reconquête de beaucoup de choses. Et du coup, j'ai gravité là-dedans grâce à BPI France aussi, où j'ai pu lancer des fonds dans cette thématique-là. Et le côté collectif dont tu fais référence, Marc, était déjà assez important, parce que quand on était chez BPI France et quand on s'occupe de ce genre de fonds, et à plus forte raison avec EPV, c'était justement de mettre tout cet écosystème en résonance pour en tirer une certaine quintessence. Donc chez BPI, il y a énormément de moyens qu'on a pu mobiliser. Ils ont créé des accélérateurs, ils ont fait plein de choses dans l'accompagnement des entreprises et la rencontre aussi des chefs d'entreprise entre eux, entre pairs, qui est évidemment un endroit où on se dit beaucoup de choses, où on co-construit, mais on se rassure aussi. Et donc il y avait toute cette fertilité en fait collective à être ensemble. Donc je suis sorti de cette partie de BPI, créé le fonds d'investissement en 2010, et puis en 2017, mon passé industriel familial me rattrape, et là je crée ma holding industrielle qui s'appelle aujourd'hui Rivalen. Je parlerai d'EPV à la fin, je pose le truc. Et donc
Rivalen, je l'ai créé en 2017 pour racheter une plateforme d'investissement. En fait, je l'appelle un investisseur architecte. Et j'ai racheté une première entreprise qui s'appelle Roger Pradier, qui fabrique des luminaires d'extérieur et qui est entreprise du patrimoine vivant. Il y avait à peu près 40 personnes quand je l'ai reprise. Vous voyez le plafond de verre à 50. Le dirigeant d'avant était là, oh, surtout pas, surtout pas. Et puis après, on a racheté une autre entreprise qui s'appelle Securelite. On fabrique des luminaires moins avec le savoir-faire de la main que dit EPV, mais on est très techno. On fabrique nos propres composants électroniques à La Ferté-Bernard. Je rachète une autre entreprise qui s'appelle Brossier-Saderne, qui fait des luminaires pour l'hôtellerie sur mesure. Et enfin, une qui s'appelle Radiant, qui est à Nantes pour l'univers des bureaux. Tout ça fait une petite ETI. Il y a 250 personnes que j'ai mises ensemble, ces 4 entreprises, pour les conforter. Donc cette idée collective est aussi très présente dans l'organisation du groupe. Je laisse des entreprises les unes à côté des autres, elles sont totalement autonomes, mais pas indépendantes, avec un actionnaire unique, qui est moi, et qui est en fait capable d'aller décliner et dérouler des stratégies extrêmement rapides de mise en œuvre de synergie et autre chose. J'ai toujours convaincu, quand j'étais investisseur, que c'est plus facile quand on est un actionnaire unique de dérouler, et c'est beaucoup plus challenging, mais ça le rend aussi beaucoup plus intéressant de créer des relations entre des entreprises qui sont, elles, pas avec le même actionnaire. Et là, c'est là où on peut faire un penchant ou fondre vers Entreprises du patrimoine vivant. Je suis le président de la Fédération Entreprises du patrimoine vivant, le réseau Excellence EPV. C'est quelque chose que je fais depuis 4 ans, et on a fait une première phase, toujours dans un esprit très collectif, de mettre les entreprises EPV ensemble. On a créé des associations dans chaque région de France. Les EPV se voyaient en fait assez peu. On a créé des assos pour qu'ils se voient de façon de grande proximité par région. Une fois qu'on a fait ce travail de mettre les régions en place, on a passé le stade de faire une fédération au-dessus. Et donc, je suis le président de cette fédération qui anime maintenant 3 filières d'excellence, parce qu'on en a laissé une hier. Une filière où on a regroupé toutes les EPV du métier du contract, le patrimoine bâti et le mobilier. Une filière d'excellence, on a regroupé toutes les entreprises de la gastronomie. Et une filière d'excellence, on a regroupé toutes les EPV de la mode, qu'on a annoncé hier dans le cadre du CSF Mode, le comité stratégique filière mode. En grande pompe à Villepinte dans le cadre de Première Vision. Donc c'était je finis par cet exemple-là pour passer la parole, parce que Marc, il faut que tu m'arrêtes quand je parle trop. Je sais pas comment je le dirai pas. Mais l'idée est de regrouper les entreprises d'un point de vue territorial. C'était important pour créer l'affectio societatis dans cette grande asso. Il y a 1300 EPV, c'est 14 milliards de chiffre d'affaires, c'est 75% d'export dans ces entreprises-là. Mais c'est quand même une masse de population réduite, mais très éparpillée. Comment est-ce qu'on fait pour qu'elles se connaissent? On a tissé ce maillage régional, et donc maintenant, ce qui doit vraiment faire de l'activité et de la dynamique, donc c'est ce qui me plaît dans le collectif, c'est créer de la croissance collective. Et bien là, les filières d'excellence sont là pour ça, c'est de mettre ensemble ces entreprises par métier. On les fait, chacun est chef d'entreprise et grand garçon, et c'est ce qu'il fait, grand garçon, grande fille, pardon, mais il y a toujours, voilà, chacun est maître chez lui, mais on se met tous ensemble pour faire de la co-construction, de la co-réponse à des appels d'offres, se déplacer ensemble à l'export, se partager des tips, de quand on va dans un pays, forcément son copain il connaît quelqu'un, et donc de créer ces liaisons de très grande proximité pour que les entreprises soient plus agiles et plus rapides dans ce qu'elles font. Ça, c'est vrai dans les 3 filières. Et ce qu'on a ajouté, c'est une petite couche de rayonnement en mettant des ambassadeurs qui ne sont pas entreprises du patrimoine vivant, mais qui sont des personnes assez emblématiques par leur métier. Par exemple, Jean-Michel Villemotte, même Patrick, qui était là juste avant, Patrick Join, fait partie des ambassadeurs de notre filière contract. Les chefs étoilés, je ne les nomme pas parce qu'on ne les a pas encore annoncés officiellement, mais il y a 3 chefs 3 étoiles qui sont les ambassadeurs de cette verticale gastronomie. Et la mode qu'on a lancée hier, on n'a pas encore annoncé non plus le parrain, mais c'est un directeur artistique d'une maison, je ne redis pas plus, mais qui est quelqu'un d'énorme talent, c'est fantastique, qui s'intéresse à EPV, et d'autres viendront derrière. Donc on a créé tout un écosystème, je pense assez puissant, parce que j'ai, voilà, la petite histoire que je vous raconte de façon un peu anecdotique, c'est la conviction que j'ai que d'être ensemble fait forcément une fertilité énorme, et surtout par des relations très ciblées, très qualitatives. C'est pas élitiste, même si quelque part c'est les meilleurs, mais quand on est EPV, on est forcément les meilleurs de notre métier. Et puis je suis aussi humble pour le dire que c'est pas moi qui le dis, c'est l'État qui a dit vous êtes les meilleurs, messieurs, parce que vous avez le label EPV, et on se met ensemble avec les meilleurs créatifs de l'architecture, de la gastronomie et de la direction artistique pour que tout ça fertilise. Donc je pense qu'on a un terreau passionnant à travailler. Ouais. Alors, ce que tu décris, en fait, ce qui est fascinant, c'est que c'est quelque chose de très récent. Les PME qui se regroupent, les EPV qui se regroupent, c'est moins de 5 ans. Il y avait un autre exemple qui existe toujours, c'est le comité Colbert pour les industries du luxe. Donc là, les EPV, c'est plutôt pour les
PME est plus émergente. Alors ça, c'est nouveau en France, mais en revanche en Italie, la question du regroupement, la question des districts est beaucoup plus ancienne. Et c'est vrai que quand on pense regroupement en France, derrière, on se dit, mais les Italiens ont réussi à le faire, pourquoi on ne le ferait pas? Donc peut-être, Stéphano, nous présenter aussi ce système, cet historique et ce système qui fonctionne en Italie. Tout d'abord, un mot pour remercier pour l'invitation. Là, je vraiment profondément apprécié les conférences, mais surtout la sélection de prototypes que vous avez regroupés. C'est impressionnant de voir l'élan, la force, la profondité de ce qu'on peut voir. L'élan des gens. Ce que tu avais fait déjà il y a quelques années. On a fait des expérimentations en Italie. Moi, personnellement, j'étais engagé par la Triennale il y a quelques années. On a fait exactement avec l'exposition New Craft. On a fait un effort tout à fait similaire. Et surtout, la première édition de Homo Faber, sur laquelle moi je travaillais personnellement sur un pavillon, je retrouve aujourd'hui le même esprit, la même force, la même vigueur, vraiment complimenti en italien. Deux mots pour vous donner une perspective par rapport à l'Italie. Là, Tristan De Witt nous a raconté le point d'arrivée d'un effort important, planifié, plus ou moins planifié, pour mettre ensemble, pour partager l'effort, l'intensité des talents qui aujourd'hui regroupés peuvent se donner une force économique. Alors là, l'Italie, je dirais, c'est la situation spéculaire. Nous, on est parti. On n'a pas de Dassault. On a des Dassault, bien évidemment, mais on n'a pas autant de Dassault chez nous. Mais au contraire, on a une dynamique, on a connu une dynamique bottom-up, on dirait en anglais, très fort à partir des années 70. Avec deux entreprises fondées sur le talent, sur le savoir-faire, qui se sont regroupées de façon tout à fait particulière au niveau territorial, ce que nous on a appelé les districts industriels, et qui ont permis ce qu'on appelle aujourd'hui le Made in Italy, les 4 grandes catégories mécaniques, meubles, gastronomie, alimentaire en général et mode, d'être tout à fait fort par rapport à la visibilité internationale. Il y a 3 caractéristiques que je vais synthétiser très, très simplement pour distinguer l'expérience italienne par rapport à la tradition française, par rapport à la tradition des métiers d'art, de savoir-faire, d'excellence, des patrimoines vivants. En Italie, première chose, le savoir-faire a été couplé, a été lié à un élan entrepreneurial qu'en Italie est très fort, qu'en France un peu moins. C'est quelque chose où peut-être ça a été la manque, la faute des prix, la faute de reconnaissance sociale, de reconnaissance culturelle. Les meilleurs parmi les artisans, parmi les créateurs, ont décidé de prouver leur capacité dans le monde du business. C'était les années 70, on venait du 68, on venait d'une force collective très particulière. Là, ils ont dit, nous, on va prouver notre talent en créant, en formant des entreprises. En France, ça n'a pas été le cas. On avait beaucoup d'autres moyens pour prouver ce talent. En Italie, ça manquait. Alors là, devenir entrepreneur, c'était une preuve de son succès, de ses résultats de présence dans la société. L'autre particularité que selon moi doit être soulignée, c'est une géographie complètement différente par rapport à ce qui se passe en France. Le succès
la force, la richesse de ce qui s'est passé en Italie, c'est une richesse qui a été caractérisée par la force de la province, pas par la force des aires métropolitaines. Ce qui est aujourd'hui incompréhensible, mais chez nous, ça a été tout à fait, c'était tout à fait particulier. Les étudiants de management américains, ils venaient des États-Unis et ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais c'est où Sassuolo, c'est où le Prato, bon, il y a plein de districts, c'est où dans la carte géographique? Parce qu'en Italie, c'était des communautés très enracinées, très, très particulières, qui ont été capables de recréer ce que Tristan nous a raconté, coopération, intégration, partage des idées, tout ça, mais de façon tout à fait spontanée. Il y avait un capital social, un capital culturel, un capital de relations énorme qui pouvait finalement être valorisé dans une dynamique de marché. Mais la géographie de tout ça ne comprenait pas du tout le grande ville. Milan c'est pas la capitale du design, c'est Meda. Si vous allez à Milan aujourd'hui, c'est Meda. Meda, c'est Milan, bien évidemment, c'est l'aire métropolitaine de Milan. Mais c'est 20 km, 30 km, c'est au nord de Milan. C'est ça les districts, c'est ça où on fait le meuble. C'est ça la vérité. Et si vous allez à Sassuolo, c'est ça où on fait la céramique. Si on va à Venise, c'est Murano qui n'est pas en ville. On pourrait continuer, mais ça c'est quelque chose de très particulier. Troisième caractéristique que je voudrais amener à votre attention, c'est cet élan, cette passion pour l'internationalisation. Peut-être c'est lié à Marco Polo, je ne sais pas, mais cette idée qu'on peut faire tout seul en allant à l'étranger, même pas en Europe, même aux États-Unis, en Amérique en général, en Asie, en Chine, en Inde, et on peut vendre. Et ça, c'est quelque chose de très italien. C'est-à-dire que non pas, ces artisans ne se sont pas transformés seulement en entrepreneurs, ce qui est déjà un pas, mais se sont lancés sur un marché très compliqué qui a donné des résultats économiques importants pendant les années 90, pendant les premières années 2010. Aujourd'hui beaucoup moins. Aujourd'hui c'est plus compliqué. L'internationalisation est devenue plus compliquée, mais cet élan a été tout à fait particulier. Donc, entrepreneuriat, une géographie particulière, élan au niveau internationalisation. Tout ça a rendu nos savoir-faire, nos connaissances au niveau artisanat, la force, l'avantage concurrentiel sur lequel on a joué notre présence dans les marchés internationaux. Aujourd'hui, tout ça doit être repensé face à une profonde transformation qui est technologique, qui est géopolitique, qui doivent être tous éléments qui doivent être tenus en compte. Alors justement, dans ces phases de transformation, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, en fait, un des axes de rapprochement et de transformation, c'est la question de l'innovation. En fait, alors là, peut-être que Tristan me contredira ou pas. En fait, la France, me semble-t-il, fait un choix dans les années 80 d'une industrie moyenne gamme, quantitative. Une stratégie, malheureusement, c'est juste avant de l'entrée de l'OMC, dans l'OMC de la Chine. Donc, on n'a pas vu venir la délocalisation. Et on n'a pas toujours justement choisi l'innovation, le disruptif. Tandis qu'en Italie, dès l'après-guerre, on choisit le design. Je fais une petite aparté. Au-dessus, vous avez l'ARC, l'atelier recherche et création. L'atelier recherche et création est créé en 1964 pour que dans l'univers du design, on concurrence les Italiens. Dans nos documents historiques, c'est considéré comme tel. On choisit l'innovation. Donc aujourd'hui, face justement au chamboulement, est-ce que l'innovation, alors n'est pas la seule solution, mais est-ce que c'est l'innovation vers la montée de gamme, pas le bas de gamme, évidemment. Et du coup, en quelques mots, peut-être, est-ce qu'on peut présenter quelles sont les grandes tendances, les grands systèmes d'innovation en France et en Italie ?
Dans les années 80, je pense qu'il y a eu effectivement ce petit switch, parce que ça correspond à un moment où, dans Raccroché à l'histoire familiale, le groupe a été plus ou moins vendu parce que c'était plus vraiment vivable et que la production, de toute façon, se faisait beaucoup plus loin. Et c'est le moment où l'exemple d'Alcatel, où on a aussi inventé l'industrie fabless, qui est aujourd'hui, qui nous a amené à là où on en est en ce moment, et où, en se disant, on va avoir des entreprises industrielles sans usine et on va ne faire que l'innovation, parce que dans le monde industriel en général, je pense qu'à ce moment-là, on a cru que c'était possible d'innover sans même avoir nos propres usines. Ce qui était vrai pendant une petite période, mais évidemment qu'on s'est appauvri énormément en savoir-faire de tout ce qui sert en fait après à éprouver par l'expérimentation de production des innovations. Et on sait que c'est, pour faire le pendant avec le modèle chinois, j'ai une start-up que j'ai lancée à côté dans la deep tech. On est en train d'acheter des machines dernier cri très complexes, et nous, petitement français, on lève 10 millions d'euros pour ma start-up pour acheter la première machine jet moléculaire. C'est un truc nucléaire très complexe, et le matériel, nous on achète une petite machine. Et le fabricant, qui est un Français qui on discute, nous dit mais pourquoi est-ce que vous achetez une machine pour faire des pré-séries? En Chine, on met tout de suite 40 millions d'euros pour acheter la machine pour faire des protos, mais qui est capable de faire tout de suite de la grande série. Donc, de même dans notre mindset, on est devenu complètement idiot dans nos systèmes d'innovation et pas du tout à la bonne échelle. Je pense que ça, c'est le résultat de 30 années de désindustrialisation qui ont appauvri dramatiquement, enfin les chiffres, on les connaît tous, on était à 20% de notre industrie dans le PIB, on n'est plus qu'à, on dit 8, je pense qu'on est à 6, je ne sais même pas si on se dit la vérité. Et c'est, moi, dans mon secteur de l'éclairage, il y a 20 ans, les luminaires, 80% des luminaires qu'on installait en France il y a 20 ans, ils venaient de France. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 15%. Donc c'est extrêmement appauvri. Après, dans les systèmes d'innovation, là où je reste quand même, malgré tout, plein d'espoir, c'est que dans ces entreprises qui ont préservé ces savoir-faire, qui, malheureusement ou pas, mais donc je pense que on va redescendre, c'est-à-dire que ceux qui ont préservé des savoir-faire, ils sont plutôt dans des univers à marge, et donc plutôt dans ce qu'on pourrait appeler luxe, qu'on est dans le mobilier, ou en tous les cas, du bien de haute qualité, où on arrive à justifier un prix relativement élevé. Et là, on a gardé des filières d'innovation assez importantes, et je pense que ces savoir-faire-là, et les EPV en sont une grande représentation, eh bien parce qu'on a ces savoir-faire et que les EPV ont traversé, où ces entreprises sont souvent séculaires, celles qui ont préservé leur savoir-faire, elles ont traversé des crises. Et à chaque fois, grâce à l'innovation de rupture, parce qu'elles étaient confrontées à des marchés évidemment chamboulés. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est déjà arrivé à d'autres périodes. Et donc, quand on maîtrise son savoir-faire, je pense que c'est le seul moyen d'être innovant et dans un vrai savoir-faire de production. Donc, je pense que la liaison entre les deux est primordiale. Et après, on a quand même un ensemble en France à notre disposition de crédits d'impôt. Il faut le crédit d'impôt recherche, par exemple, qui ne doit surtout pas disparaître. Ça nous permet de financer. On a quantité de choses possibles pour financer l'innovation. Et je pense qu'on en a moins, mais qu'on a toujours quand même un petit socle de redémarrage de quelque chose. Voilà. Et pour revenir un petit peu au collectif du début, c'est pareil. Quand on va manquer, et peut-être l'inspiration qu'on prend en Italie, tel que tu le décris, si on arrive à construire, grâce à ces réseaux, des équivalents un petit peu districts, et ben ce qui va nous manquer, il faut par le tissu de connaissances, on puisse aller combler les manques très facilement en allant chercher ces autres phases d'innovation qui sont présentes parce que maîtrisées dans une autre petite entreprise. Donc je pense qu'on a tout plein de choses à faire, mais le lien est une nécessité absolue dans l'innovation dont on a besoin plus tard. Et justement, est-ce que le design d'après-guerre et l'innovation, c'est pas une question, c'est quasiment une affirmation, mais l'innovation en Italie dans ces systèmes de PME est quand même très forte et il est toujours, et je reviendrai peut-être tout à l'heure, mais il est toujours à l'écoute d'un marché, cette innovation. Pour répondre à la question et pour reprendre un point de Tristan, je vais raconter une toute petite histoire qui lie France et Italie. J'imagine que tout le monde ici connaît Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, en 1986, il vient en Italie parce qu'il a reçu un prix important. Et il raconte d'ailleurs l'histoire en disant Claude Lévi-Strauss a beaucoup voyagé dans le monde et il dit il a dit ici à Paris, le lieu le plus exotique que j'ai visité, c'est un endroit qui s'appelle Percoto, c'est un petit village au nord de Venise, et il dit, là, je fais mon discours sur l'innovation de PME.
Et il a fait un discours très célèbre que de temps en temps je relis dans ce lieu exotique. C'est pas exotique, c'est étrange pour lui. Et il dit l'Italie a découvert une façon d'innover qui est l'innovation des bricoleurs. Et il a emphatisé ce concept en disant il y a l'innovation des ingénieurs, la mathématique soutient de l'innovation, et là, il y a l'innovation de bricoleur. Et c'est quoi l'innovation de bricoleur? Là, je rentre sur ton message. On a une table, on a des outils, on a des matériaux, et on joue à recombiner. On a un problème, et on trouve sur la table les objets avec lesquels, ou les outils, les choses dont on a besoin, et on recombine. On réarrange jusqu'au moment où on trouve une solution. Tristan disait, sans production, on ne peut pas innover. C'est comme avoir la table vide. J'ai des idées, mais je n'ai rien sur la table. Et si je suis le raisonnement de Claude Lévi-Strauss, là, il nous faut retourner à l'idée du bricoleur. Bien évidemment, il n'y a pas des ingénieurs purs, il n'y a pas de bricoleurs purs. On sait que les ingénieurs sont souvent des fantastiques bricoleurs. Moi, j'ai un enfant qui a un peu ça. Mais je ne dis pas que c'est un super ingénieur, mais c'est un ingénieur, sûrement un bricoleur. Et il y a des bricoleurs qui sont passionnés par la science, on sait bien. Mais ça nous donne un peu l'idée de ce que ça a été l'innovation, surtout dans le PME italien. On a joué le bricolage de façon très sophistiquée. On avait un patrimoine de savoir-faire immense et on avait ces dynamiques territoriales qui ont permis non seulement de travailler sur la base de chacun, de toute entreprise, mais au niveau du réseau, du même réseau que toi tu es en train de reconstruire de façon plus consciente, plus officielle, je dirais. Ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, l'innovation numérique a créé quand même un problème. Parce que sur la table, il n'y avait pas ces nouveaux objets. Ils n'étaient pas là. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas le puce, il n'y avait pas le chip dont aujourd'hui on a terriblement besoin. Et là, nos artisans ont eu du mal à jouer le jeu traditionnel et on a dû commencer à élaborer des politiques pour créer ce que aujourd'hui on a fait ce matin, ce soir, cet après-midi, un prototype. Créer des liens au début artificiels, mais de plus en plus vital, de plus en plus efficace, entre une tradition du savoir-faire et une dynamique numérique que vous avez vue avant avec la chaise, c'est ça? Il y avait beaucoup de sciences, il y avait beaucoup de technologie, mais il y avait aussi l'effort, ça a été souligné plusieurs fois, il y avait quand même l'effort de la main. Dans le langage, là je vais citer un autre auteur français, parce qu'aujourd'hui je suis en France, c'est Bruno Latour, La science en action, c'est ça, c'est un mélange de science et on fait des choses avec la main. Aujourd'hui, France et Italie, on est dans le même plan sur ça. On doit reconstruire les éléments qui sont sur la table. On doit donner à ces bricoleurs fantastiques de nouveaux ingrédients pour gérer des dynamiques d'innovation qui peuvent produire les résultats qu'on a au premier étage. Une seule considération finale, parce que là, je sais que mon modérateur, il est attentif. Cet effort de bricolage dérive principalement des questions du marché. Ça, il faut l'imposer. Ce n'est pas une réflexion subjective. Ce n'est pas moi que je me réveille le matin, je dis, il y a des bricoleurs qui sont fantastiques, qui font des choses pour eux-mêmes. Vous vous souvenez par exemple du mouvement de Maker, il y a une dizaine d'années, c'était des gens qui jouaient un peu, qui disaient, moi Là, la leçon italienne, c'est bien
manipuler, recombiner, mais il faut avoir quand même un dialogue avec la demande. Parce que ce dialogue, ça donne la possibilité de structurer, de sélectionner les bons résultats, de se mettre à l'écoute du marché et de cumuler les résultats qu'on peut atteindre. Si on n'a pas ce lien et cet élan, alors là, on continue à cumuler des idées fantastiques. C'est un peu comme dans les bandes dessinées Tabet. Je ne sais pas si vous avez ça en France, mais c'est plutôt de... C'est un peu, pas l'anecdote, ce que me racontait Patrick Join avant de rentrer, c'est qu'on arrive à une situation où on a d'excellents créateurs en France. On a un très bon système d'écoles, de création, les campus, d'excellence et autres. Donc on a de très bons créateurs, mais ils vont en Italie pour produire. Donc parce qu'ils ont le tissu industriel. Donc c'est un petit peu la problématique qui nous lie aujourd'hui. Alors justement, de part et d'autre, vous deux, j'aimerais que vous me disiez, pour Tristan, quelles forces et faiblesses il voit en Italie. Et toi, Stefano, quelles forces et faiblesses tu vois en France? Pourquoi ce regard croisé? Dans un deuxième temps, et on terminera par ça, c'est comment imaginer les collaborations dans un cadre européen. Comme je disais au début, moi, j'ai jamais cru au Made in France, Made in Italie. Je crois que c'est une prison. Et aujourd'hui, face aux grands empires qui ne veulent qu'une chose, c'est nous dévorer, on ne peut plus penser dans ces limites-là. On doit penser groupe. On va penser Made in Europe. Et donc, justement, avant d'imaginer ça, comment vous percevez la force et la faiblesse de notre système? Dans les forces italiennes que je perçois, déjà, tu en parlais un peu à demi-mot, mais c'est vrai, à l'export, on a toujours cette image. Je sais que c'est pas si organisé que ça en a l'air, mais quand vous allez à l'export, l'Italie a ce talent d'avancer extrêmement groupé et avec un marketing, et surtout dans mon secteur qui est plutôt l'univers déco, toujours assez léché et assez propre. Et vous avez cette force d'arriver dans tous les pays du monde, dans les salons, avec vraiment cette image très groupée. À Maison et Objets, déjà, on voyait les Italiens, on les repérait tout de suite. Je suis à Dubaï, New York, partout, je vous assure que c'est pareil partout. Et donc ça, chapeau, parce que c'est un marketing très travaillé d'un point de vue un peu statutaire, national, qui est assez puissant. Ce que je vois comme force aussi, c'est un petit peu, quand je parlais du capital et de la rapidité, parce qu'on a le même actionnaire, c'est peut-être une vue de l'esprit, mais ces grappes italiennes qu'il y a dans l'industrie sont bien souvent liées à tu parlais de capital social qui rapproche les gens. Je pense aussi qu'il y a eu cette force d'avoir un capital qui n'a pas été appauvri par des droits de transmission et qui ont permis à des entreprises de rester familiales et de garder une capacité de financement de l'innovation assez forte, quand en France on a fait un choix complètement différent, qui est de taxer très fortement la transmission des entreprises et de casser un capitalisme familial qui est pourtant, à mon avis, salvateur, parce que ça protège déjà l'unité d'une entreprise et ses capacités de financement de l'innovation. Je pense que ça vous a permis de conserver des capacités d'innovation. Et en plus, ces grappes sont bien souvent avec des liaisons familiales qui fait que la relation de confiance est d'autant plus facilitée que c'est presque filial et familial. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'assez puissant, que nous, on peut essayer de recréer d'une certaine manière. La déperdition de capital et de valeur, c'est définitivement parti à l'État pour les 30 dernières années, c'est fichu, on l'aura plus. En revanche, tout ce qui est de la construction d'un tissu, ça, je pense qu'on peut le créer parce que, un peu dans tout ce qu'on disait, on arrive par la même passion de l'excellence à travailler entre plein de métiers et à construire. Voilà. Moi, ces forces italiennes, je vois ça, cette solidité d'un tissu industriel. Je suis pas très connaisseur des statistiques, donc tu vas me dire si je me trompe, mais c'est comme ça que je vois d'extérieur, capacité à être ensemble, afficher ensemble, et solidité capitalistique qui a entraîné justement toute cette capacité de rebond. Votre industrie est plus forte que la nôtre aujourd'hui, à mon avis, pour cette raison-là. Et les faiblesses, est-ce que tu en vois? Sinon, je peux les dire si tu les vois pas. Je suis pas bon dans les faiblesses. Non, alors tu me diras si je me trompe. La fragilité qui est sa force, mais sa fragilité, c'est que c'est une approche régionale. Donc c'est une force parce que chaque région peut mener, mais d'un point de vue national et politique nationale, en Italie, sur ce secteur-là, c'est un peu compliqué, c'est très régional. Donc ça, déjà, mener une politique nationale en Italie, à part à l'export, d'innovation, d'école, de formation, de sensibilisation aux jeunes, on ne le dit pas assez, mais en France, on est peut-être les meilleurs sur la sensibilisation des publics aux nouvelles pratiques artisanales.
Ce qu'on a fait avec le comité Colbert, les Demain du luxe, Entrée en matière, les journées européennes des métiers d'art. On a des sensibilisations de jeunes et de moins jeunes à l'échelle du million, de plusieurs millions. Ça, l'Italie n'a pas encore n'a pas cet aspect-là. Donc ça, voilà un des points de faiblesse. Et l'autre point de force que l'on a, c'est nos écoles, c'est nos regroupements des campus d'excellence, qui sont devenus des impératifs stratégiques, à égalité avec la pharmacie, avec l'aviation, l'automobile. On a considéré que le design et les métiers d'art étaient un impératif stratégique. Les moyens ne suivent pas toujours, mais bon, en tout cas, il y a une volonté. Donc ça, c'est les points faibles de l'Italie. Et de ton côté, comment tu vois les points forts et les points faibles français? Moi, je suis d'accord avec toi. De l'Italie, bon, tout d'abord, c'est quand même un débat qu'on a eu depuis longtemps. Sûrement, aujourd'hui, l'Italie regarde la France avec beaucoup d'envie pour ce qui concerne le système de formation. Un système d'école, c'est comme la Suisse, l'Italie n'a jamais été capable de mettre en place des écoles supérieures, un niveau troisième, un niveau post-bac par exemple, qui soit à la hauteur de la tradition sur les grands métiers qui ont fait l'industrie italienne. Ça, il y a des raisons structurelles pour ça. Dans la constitution italienne, on dit que l'industrie a le droit à avoir des universités au niveau national. L'artisanat, c'est un truc régional. Non, je vous assure que ça a compliqué les choses de façon remarquable. C'est-à-dire que chaque région a mis en place un système de formation au niveau secondaire, c'est-à-dire pour les adolescents, et pas au niveau troisième cycle. Donc aujourd'hui, on n'a pas la formation dont on aurait besoin, la formation de qualité, la formation semi-universitaire qu'il nous faudrait pour les entreprises que nous, on veut avoir dans le futur. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a mis. C'est que l'Italie a aujourd'hui, c'est un modèle d'entreprise. C'est-à-dire que ça, je peux vous le raconter, on n'a pas le temps ce soir, mais c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et c'est un modèle d'entreprise, ça je fais double, comme on dit en anglais, mark my words. C'est un modèle qui n'est pas lié nécessairement au monde du luxe. Alors, en France, c'est un peu une obsession, ça. C'est-à-dire que s'il y a des métiers d'art, au bout de cet effort, il y a le luxe. Et ça n'est pas nécessairement le cas en Italie, où il y a par exemple une très forte tradition du design qui n'est pas nécessairement luxe. C'est qualité, c'est projet, c'est respect du client, mais ce n'est pas nécessairement luxe. C'est qu'aujourd'hui, je crois que c'est important pour une raison. Je n'ai rien contre le luxe, j'ai longtemps vécu à Paris, j'aime bien je suis pas contre, j'ai rien idéologiquement contre le luxe, bien sûr. Mais aujourd'hui, nous, on doit se poser la question parce que une partie importante de notre production va servir une, je veux le dire de façon très polie, oligarchie que ne respecte pas le même valeur qu'on est en train de défendre ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, défendre notre production, c'est à risque, c'est risqueux parce que là, notre contrepart... Et pas nécessairement une oligarchie européenne, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Non, c'est une oligarchie... Bon, pour les Italiens, pour nous, c'est très clair. C'est-à-dire qu'on sait qu'une partie de nos meubles, une partie de nos vêtements, de notre gastronomie, de notre mécanique, de nos motos, de nos voitures, aujourd'hui va dans les mains d'une partie de cette oligarchie très riche au niveau international qui ne partage pas les mêmes valeurs sur lesquelles ces objets sont construits. Alors là, si vous voulez, vous pouvez dire c'est le capitalisme, il y a plein de contradictions. Hein. Je suis pas
J'en suis conscient. J'ai l'âge pour savoir que les contradictions sont là pour rester. Mais à un certain moment, cette contradiction devient de plus en plus encombrante. Vous l'avez vu, par exemple, avec ce qui s'est passé avec la Russie. La fameuse table de Poutine recevant Macron sur une table italienne. Non, là, on a quand même un problème. Et de plus en plus, on a le même problème, par exemple, avec ce nouveau oligarque qui sont bien connus. Par exemple, c'est pas des Californiens, c'est pas la culture californienne, parce que Elon Musk, c'est pas du tout Californie, mais c'est Afrique du Sud, je dirais, mais au niveau racine culturelle. Mais là, selon moi, il faut trouver quand même une clé différente. Et là, selon moi, le modèle d'entreprise italien qui est basé sur des valeurs particulières, je dirais assez intéressant, peut donner quand même un élan, peut représenter une bonne leçon aussi pour ceux qui en France veulent faire de l'entrepreneuriat, veulent croître, veulent développer leur entreprise. Justement, peut-être pour synthétiser, on en avait parlé l'année dernière, et justement pour essayer de trouver et on va trouver des points de convergence. Est-ce qu'on pourrait pas synthétiser en disant que le système français était un système de l'offre créative, notamment par ces écoles? On voit Patrick Jouan, on voit plein d'autres, beaucoup de créateurs en design, beaucoup de créateurs en architecte d'intérieur, en architecte tout court. Donc un système de l'offre très très fort. Tandis que le système italien serait plutôt un système de la demande, un entrepreneuriat qui s'appuie sur une demande pour produire, pour abandonner un projet s'il ne marche pas, alors qu'en France, on connaît tous des créateurs qui s'obstinent à sortir des pièces qui sont invendables, mais ils sont créateurs, donc on doit se plier devant eux. Voilà, c'est peut-être pas le cas. Donc est-ce que déjà cette comparaison vous paraît intéressante? Et si cette comparaison entre un système de l'offre et un système de la demande, s'il est posé comme tel, justement, est-ce qu'il n'y a pas des ponts assez faciles, c'est-à-dire de favoriser de la création qui irait en Italie et favoriser des systèmes productifs italiens qui viendraient travailler avec nous, soit dans des convergences de productives, soit dans des convergences créatives? Je vois un peu que de façon un peu exagérée, comme on peut dire, offre et demande. Je pense que quand même, malgré tout, les entreprises, même françaises, l'édition est un métier quand même complexe et on prend des risques, mais systématiquement, en tous les cas, moi, dans les entreprises, on fait beaucoup d'éditions. Et on regarde quand même vachement la demande avant de lancer quelque chose. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose de très général et d'assez pesé. Je pense que si en revanche, moi je vois énormément de designers italiens aussi, je pense qu'il y a tout autant de designers en France, mais c'est sûr que le tissu et la réactivité, quand on parle de prototype du fait de cette organisation, beaucoup de designers français vont en Italie parce que c'est plus simple, ou s'ils font appel à une entreprise française, très souvent, les sous-traitants qu'on veut être réactifs, et moi j'ai un certain nombre de sous-traitants italiens, eh bien on va assez rapidement vers l'Italie, parce qu'il y a ce tissu économique et cette rapidité. Donc je caricaturerai pas autant que toi sur l'offre et demande, je dirais qu'il y a beaucoup de pragmatisme quand on veut faire quelque chose, mais quand on est dans l'édition, il y a de toute façon un risque extrêmement subjectif, parce qu'on dans le design, on va à un moment prendre un risque de différenciation, on essaie toujours de se rassurer en le raccrochant au marché, mais quand même on se lance et on prend un risque, et on trouve ou pas le marché. Et je pense, parce que en Italie, c'est exactement pareil. Quand on va lancer quelque chose, on a beau avoir un réseau de fabricants plus important, quand on lance un produit, on se dit, est-ce que ça va marcher? Donc, il y a un petit peu les deux. Je pense que c'est plus, ma vision est que c'est un peu plus équilibré quand même. Moi, je souligne un aspect dont on a plusieurs fois parlé, nous deux, c'est que jusqu'à récemment, on jouait le jeu, l'Italie, la France, la Belgique, l'Espagne, la Suisse, et le réflexe était comment peut-on rattraper. Alors, nous, on n'a pas les écoles, alors il faut qu'on rattrape. Les Français n'ont pas cet esprit, ce modèle d'entreprise, il faut qu'on rattrape. Aujourd'hui, je crois qu'on est tous en train de vivre un moment d'accélération important au niveau européen. On est sous échec, ça c'est clair et net, il n'y a pas de doute sur ça. Et là, on commence à penser de façon différente. De façon différente parce qu'on comprend que cette idée de rattraper n'est pas intéressante.
Aujourd'hui, on doit jouer les complémentarités. Aujourd'hui, je dis, OK, vous avez des écoles, on est tous européens, les écoles seront les écoles, l'école Boulle, bon, il y a une longue liste. Et là, il y a des sous-traitants qui sont très réactifs, très propositifs en Italie, on joue le jeu. Cette idée d'intégration, aujourd'hui, selon moi, c'est le réflexe d'une pression, d'un échec qu'on est en train tous de vivre de façon assez douloureuse de certains côtés. Moi, je suis vécu dans un monde confortable, transatlantique. J'ai vécu aux États-Unis. J'étais confortable avec une idée de monde. Nous et les États-Unis, aujourd'hui, les choses sont en train de changer de façon assez rapide d'ailleurs. Et alors nous, on doit quand même changer notre perspective, notre point de vue. Et là, tout ce qui était, je ne dis pas concurrence, mais quand même différence, distinction. Là, on doit changer notre approche. Là, c'est comment peut-on construire des complémentarités et des synergies qui doivent donner des résultats, mais très vite. Parce que si on met ensemble ces ingrédients, là, on peut faire un pas qui va nous surprendre. Ces complémentarités peuvent jouer un jeu, peuvent nous donner la possibilité d'obtenir des résultats nettement plus importants de ce qu'on pourrait obtenir dans la vieille perspective. Sachant qu'un certain nombre de personnes, notamment extérieures, jouent des rivalités et justement des différenciations pour casser cette dynamique. Tu voulais... Oui, pour redire dans cette question d'échelle européenne, je pense que dans le monde qui évolue avec une tectonique des plaques un peu bizarre, même si on pouvait l'anticiper un peu, je pense qu'à l'échelle européenne, pour se raccrocher un peu au sens de ta question, on a, dans le sens collectif aussi de ce qu'on disait, à être ensemble d'un point de vue très régional, peut-être à une échelle de 50 km, mais si on veut être complètement raisonnable, si on veut résister à des assauts mondiaux sur le continent européen, il y a bien qu'à l'échelle européenne qu'on pourra défendre une économie solide. Et là où moi je reste plein d'espoir, où dans l'innovation on doit être assez fort et où le crédit d'impôt recherche par exemple devrait financer toute la recherche qu'on doit faire sur l'économie circulaire. En fait, quand on est dans l'économie circulaire, il y a plein de choses dedans, c'est quelque chose de très innovant, très complexe, ou d'assurer le réemploi, la recyclabilité, toutes ces choses-là. En fait, je suis persuadé, moi je m'intéresse à l'industrie parce que c'est le seul endroit où on peut retransformer la matière, qu'on n'aura plus de matière première mais de la matière secondaire. Et quand on est dans une échelle régionale, je pense qu'on est trop petit, française on est encore trop petit, même s'il faut commencer par ça, et c'est bien qu'à l'échelle européenne qu'on arrivera à créer un marché pas complètement fermé sur nous, mais avoir cette réponse d'impact de comment est-ce qu'on recycle la matière, parce que tous les savoir-faire à l'échelle européenne et les capacités de production, en fait, plus de production, mais de transformation, vont être à cette échelle européenne. Et on a un tissu, à mon avis, à cet étage-là, qui est extrêmement intéressant et enthousiasmant parce qu'il va répondre à ces deux aspects, la solidité de notre système économique et social, et en même temps, toutes ces notions d'impact environnemental. Et ça, je trouve que c'est un pan d'innovation à creuser plus tard et collectivement à l'échelle européenne. Merci. Pour finir, peut-être une dernière question à Stefano avant d'aborder des questions dans la salle. On a parlé d'innovation, on a parlé de la transformation. Et tu as créé Upskill 4.0, qui est un spin-off. J'ai mis du temps avant de comprendre exactement ce que c'était qu'un spin-off, donc peut-être nous rappeler ce que c'est qu'un spin-off. Mais surtout, à quoi ça sert Upskill 4.0, justement dans cette logique de transformation, et nous, comment ça peut potentiellement nous inspirer? Bon, tout d'abord, une définition, 30 secondes. Alors, en Italie, on n'avait pas assez d'élan entrepreneurial au niveau université. Nos universités, on n'a pas inventé Apple. C'est pas son rôle, a priori, de créer des entreprises. On n'a pas inventé Google, on n'a pas inventé des choses comme ça. Donc, nos politiciens ont produit une loi qui dit les universitaires ont le droit, nous on n'a pas le droit d'avoir d'entreprise. Le prof d'université n'ont pas le droit en Italie de gérer une entreprise, sauf si cette entreprise est le résultat d'un parcours de recherche, le résultat, l'aboutissement d'un parcours, d'un effort de recherche certifié. Alors, moi, j'avais fait plusieurs pas sur le thème
des savoir-faire, de la valorisation des savoir-faire, de la transformation de savoir-faire en entreprise. Et donc, l'Université Ca' Foscari de Venise a donné cette possibilité de créer une entreprise, une boîte de conseil qui a comme objectif l'accompagnement, bonnes idées pour devenir des entreprises structurées. Un mot sur ce thème. Vous savez que tous les textes de management sont basés sur les grandes entreprises multinationales. Moi, j'enseigne à International Management. Je sais très bien que le modèle de management, c'est le modèle qu'on a appris, qu'on a distillé à partir des grandes leçons de management international. Apple. Si on a délocalisé notre production pendant les années 90 et les premières 10 années de ce siècle, c'est parce que on a tous suivi le modèle Apple. On a tous suivi cette idée qu'on devait se concentrer sur le marketing d'un côté, la recherche et le développement de l'autre côté, et la production était quelque chose pour le chinois. Okay? Là, je simplifie, mais pas trop. En Italie, on n'a pas bien compris la leçon du management, et c'est pour ça qu'on a continué à produire, parce qu'en fait, on est passionné par la production. Les Italiens sont passionnés par la production. C'était pas un choix rationnel, c'était un choix existentiel, je dirais aujourd'hui, mais ça c'est la psychanalyse des Italiens, c'est autre chose, c'est pas le thème de ce soir. Ce qui nous a poussé sur cette dynamique, c'est que on voyait un grand potentiel, c'est le même potentiel que je vois en France d'ailleurs, des bonnes idées, des personnes avec une volonté, avec un désir, avec une projection sur le futur, mais pas un kit, pas une série de techniques qui pouvaient faire démarrer ce potentiel. Alors, si on voit on a des accélérateurs bien établis au niveau numérique. Ça, on les a. Si on va à Station F à Paris, il y a plein de managers qui vont vous expliquer comment on monte une bonne idée, on la transforme dans une unicorn ou truc pareil. On n'avait pas la même démarche pour les métiers d'art. Là, on a construit un projet qui nous a donné une énorme satisfaction. C'est quelque chose qui marche très bien. Les résultats sur lesquels on est concentré reproduisent, si tu veux, des dynamiques que tu as bien décrites, créer des communautés, valoriser la marque, imaginer le dépassement du produit en lui-même pour créer des expériences, la création de communautés physiques, en ligne. Il y a un tas de techniques qui aujourd'hui font le manuel, font le handbook et on en est assez fiers. On a présenté tout ça il y a quelques jours à Bruxelles au Parlement. On va le faire, on va renouveler, présentons ces résultats à l'UNESCO, parce que l'UNESCO aussi est en train de s'intéresser à cette idée de comment le patrimoine culturel peut devenir le point de départ pour le développement économique. Je vous anticipe que moi je veux vivre à Paris l'année prochaine, donc, parce que mon année sabbatique va être une année parisienne, et on va essayer avec Marc de repenser certaines de ces techniques sur le contexte français. Et donc, c'est un peu ça. Si je vous appelle, c'est parce qu'on est en train de... Et Upskill 4.0, c'est dans plusieurs villes, et ça s'est adressé à combien d'artisans, entrepreneurs, quelles sont les échelles Alors, des chiffres? c'est que ça me fait rire, parce qu'à Paris, on a fait
upscale Paris, c'est tout, tout le monde doit monter à Paris, ça y est. Nous, on a dû faire quelque chose de très différent, c'est-à-dire qu'on a monté des projets locaux. Ça a été au début assez fatigant, avec une méthodologie assez stricte et avec un système de collaboration qui, j'imagine, ressemble à ce que Tristan a utilisé pour son réseau. Donc, ça veut dire qu'on a fait upskill Turin, upskill à Meda, upskill à Vérone, upskill à Vicenza, upskill, bon, le nom de la géographie italienne du développement. On a fait plus ou moins 200 interventions. 200, c'est quand même, en 6 ans, c'est quand même assez. Aujourd'hui, on a des partenariats assez stables avec, par exemple, la région Lombardie, qui nous a donné leur territoire, toute la province, avec, bien sûr, la région de la Vénétie, plus Vérone que Venise. Même Venise, on a une relation particulière avec une fondation bancaire en Piémonte. Et ce que j'imagine ta question veut viser, c'est cette idée du respect du territoire. Alors là, Tristan, là, c'est pour les Italiens, l'idée qu'une métropole puisse gagner, obtenir tous les résultats économiques, sociaux qui sont créés autour de cette métropole, ce n'est pas même concevable. Il y a une dynamique très forte sur Milan, si vous connaissez la ville. Milan a connu une transformation importante. On a des avantages fiscaux très importants pour ceux qui sont très riches pour aller habiter à Milan. On va pas, c'est pas le débat ce soir, mais on pourrait en parler. Notre obsession, c'est respecter les territoires et la province italienne. Ce que fait les EPV en région pour être un point de départ. Les associations régionales des EPV qui sont pour être un point de départ intéressant. Mais ce que nous, on peut vous dire, c'est que dès qu'on remet au travail la créativité, l'énergie de la province en général, mais les résultats au niveau humain, non seulement économique, mais au niveau humain et social, sont des résultats, mais vraiment, dont nous, on est particulièrement fiers. C'est vraiment remettre la société au boulot. Ce n'est pas l'économie, c'est vraiment la société au boulot. Et là, si je peux, ça c'est une leçon que, moi je dirais, qui pourrait être vraiment utile aussi pour le contexte français, parce que c'est la province, le problème, pas nécessairement économique, mais aussi social et humain, existentiel, qu'aujourd'hui, de l'Italie, on voit en France. C'est-à-dire ce décalage énorme entre Île-de-France et tout le reste. Oui, il y a Bordeaux, fantastique, un week-end. Non, je dis parce que moi je vais à Bilbao, Bordeaux, les grandes villes de l'Atlantique, mais ce n'est pas suffisant, c'est pas du tout. Si vous venez en Italie, vous avez quand même une géographie différenciée qui, au niveau social, ça tient mieux aujourd'hui. Juste pour illustrer, on a fait une étude avec 15 fabricants de l'éclairage. Je parlais rapidement tout à l'heure de ce qui restait. Les 15 concurrents, qu'on s'appelle confrères, on a fait une étude justement de cet impact territorial d'une usine sur son territoire, donc en euros, de chiffrer en euros. C'est des trucs qui commencent à se faire, on le faisait à mon avis pas du tout assez. Et le chiffre qui ressort, c'est que pour 1 million d'euros de chiffre d'affaires, s'il est fabriqué en France, c'est 13 emplois soutenus, en tenant compte en fait des sous-traitants de rang 1, 2, 3, en tenant compte de tout le réseau des médecins, de tout ce que vous pouvez imaginer. C'est modélisé de façon extrêmement précise. Le même 1 million d'euros de matériel d'éclairage importé, pas forcément de Chine, même si on sait qu'il vient beaucoup de là-bas, c'est 3 emplois. C'est la personne au marketing, c'est une personne dans l'entrepôt, et basta. Et quelques personnes la boulangerie qu'on comptabilise par petite proportion, quoi. Donc l'effet, il est de x3, x4, selon comment on regarde, et on l'a calculé de la même manière sur le PIB, sur la valeur ajoutée des entreprises, sur tout ce qu'on veut. Donc dès qu'on est dans une échelle de PME, voire ETI, le ratio, il est quand même extrêmement fort.
Donc c'est des chiffres à communiquer, parce que bien sûr que quand il y a de la valeur, déjà les gens reprennent du plaisir au travail parce qu'on prend un peu d'aisance financière. La ville, enfin tout le corollaire évidemment, il est ultra positif. Donc ça, c'est des études qu'on devrait faire et qu'on est en train de réaliser, j'espère l'année prochaine pour toutes les EPV, les 1400 EPV. J'espère qu'on aura en 2027 une étude exactement de ce type-là pour montrer l'impact territorial de l'activité d'une usine. On me dit d'arrêter. Donc malheureusement, les questions, ça sera hors micro. En tout cas, merci à tous les deux. Merci de poser des perspectives. Et en tout cas, vous pouvez compter sur Stéphano et moi pour avoir de la suite dans les idées. Et on continue. Et voilà, c'est une pierre parmi un chemin. Et avec les EPV, puisqu'on a passé une convention Manufacture Nationale et EPV, et on va organiser des masterclass et autres éléments. Donc voilà, à très bientôt. Et puis bonne fin de visite et à très bientôt. Bonne soirée.